Cuisinons l'histoire. Le podcast qui décortique les mythes de la gastronomie française. Avec Ronan Coquelin-Lyon. Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Cuisinons l'histoire. Aujourd'hui, petite infidélité, je ne suis pas avec mon camarade Éric Birlouez, mais avec Antoine Dreyfus. Bonjour Antoine. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendant et vous venez de sortir un ouvrage passionnant, ça s'appelle « Les nazis à table » aux éditions Le Cherche Midi. Vous avez enquêté sur l'alimentation dans l'idéologie du Troisième Reich et on va en parler tout au long de cet épisode. Alors tout d'abord, comment est née cette idée, Antoine ? J'ai fait un premier livre qui s'appelle Les raisins du Reich et qui raconte la compromission du monde viticole durant la Seconde Guerre mondiale. Et évidemment, j'ai abordé la question de la table et je me suis dit que ça serait pas mal de faire une sorte de suite. Voilà. Et bon, je suis passionné par la cuisine, j'adore ça. Et l'histoire culturelle de la cuisine, ça me passionne aussi. Et la Seconde Guerre mondiale, c'est ma période préférée, voilà. Et donc je me suis dit qu'à travers l'alimentation, ça permettait aussi de raconter la société nazie et pourquoi autant de millions de personnes avaient adhéré au nazisme, en fait. Voilà, c'est à partir des travaux universitaires que je me suis basé. Et j'ai été aussi en Allemagne 2 fois dans les centres de documentation parce que donc il y a un gros travail de mémoire qui est fait. Et je me suis imprégné, voilà, de cette histoire. Alors on va revenir sur cette nourriture comme outil idéologique. En quoi l'alimentation a été un instrument politique pour les nazis ? Tout d'abord, les nazis, ils ont exploité politiquement cette fameuse famine de l'hiver 1917. Alors rappelez un peu le contexte de cette famine, Antoine, s'il vous plaît. Dès 1905, pour bien comprendre, l'Empire britannique impose un blocus sur les marchandises, qui inclut les denrées alimentaires. Et donc, comme l'Allemagne n'a pas d'empire colonial, n'a pas accès à tout un tas de denrées, ils ont un petit empire, en fait, c'est même pas un empire, hein, c'est des territoires, comme le Cameroun. En même temps, ils n'ont pas d'autarcie agricole. Et donc, arrive la Première Guerre mondiale et il manque de tout. Il y a plus grand-chose. Donc, en 1916, il y a ce qu'on appelle l'hiver des rutabagas. Donc, ils sont obligés de manger des rutabagas. Ils essayent de recycler tout. C'est là que naît le mot Ersatz. Donc, Ersatz, c'est un substitut alimentaire. Il n'y a plus de café, donc on fabrique du café avec des écorces d'arbres, avec tout ce qu'on peut trouver, en fait. Et au final, il y a entre 750 000 et 800 000 personnes qui meurent de faim en Allemagne à ce moment-là. En 1919 aussi, il y a des révoltes, il y a plus de pain, les femmes se soulèvent, il y a des gens qui sont tués lors des émeutes. Enfin voilà, c'est dramatique, c'est tragique. Et donc toute cette histoire, elle marque l'inconscient collectif allemand. D'autant qu'en plus, il y a des faits divers atroces qui se passent dans les années 20. Il y a une fameuse histoire qui s'appelle le boucher de Hanovre, où on soupçonne un boucher d'avoir dépecé des femmes, des jeunes femmes, et d'avoir fabriqué des saucisses à base de chair humaine. Voilà, donc tout ça marque l'inconscient collectif. Et Hitler a connu cette période-là. Si vous regardez les premières photos de Hitler dans les tranchées, il est tout maigre, il est dans les tranchées, il est caporal là. Et donc lui, ça l'a marqué. Et donc ça marque tous les Allemands. Et donc ils exploitent ça à fond. Et ils ont très très bien compris. C'est très malin de leur part. Oui, vous écrivez que pour Hitler, ces souvenirs douloureux seront un réservoir de ressentiment politique réactivé à chaque crise économique. En gros, Hitler va transformer cette peur de la faim en carburant politique. Oui, c'est ça. D'autant que le chancelier avant Hitler, qui est Brunswick, est surnommé le chancelier de la faim. Donc on est là en 1931, 32, et il est encore appelé le chancelier de la faim. Donc c'est des choses qui sont dans l'inconscient collectif. Donc en fait, les nazis savent très bien utiliser ça. Et lors de la campagne de 1932, les affiches
c'est du travail et du pain. Arbeit und Brot. Voilà. Et donc ça c'est mis en place par Rudolf Hess. Et ça marche très bien auprès, alors pas nécessairement des chômeurs comme on a pu le penser, mais beaucoup des petits propriétaires, paysans, les petits commerçants, etc. Parce que en fait, des difficultés, ils vivent beaucoup de difficultés économiques et ils mangent pas à leur faim, voilà. Et donc en fait, en gros, Hitler et les nazis proposent aux Allemands d'avoir du travail et de manger. Et donc lors de son arrivée au pouvoir, les nazis vont forger un discours où la nourriture reflète la santé du peuple et la force raciale. Hein. Oui, c'est ça. Donc ça avait été théorisé bien avant, dans les années 1924, 1923, 1925, par un homme qui s'appelle Walter Darré, qui fut d'ailleurs ministre de l'Agriculture de Hitler de 1933 à 1942. Et donc il théorise l'idée que les Allemands sont profondément attachés à leur terre, et il théorise aussi l'idée, et ça c'est plus général chez les nazis, que les lois naturelles sont au-dessus de tout, et qu'elles régissent donc l'ordre naturel de la société. Donc il faut à la fois nourrir le corps allemand, le corps physique allemand, de chaque Allemand. Donc on établit des calories pour chaque type de personne, ce qui fait qu'en fait on commence déjà à exclure les juifs, les indésirables, voilà, et parce qu'ils ont moins de calories. Donc il faut d'abord nourrir le travailleur allemand avec beaucoup de calories, 3500, et au bas de l'échelle alimentaire, hein, c'est ça, il fonctionne comme ça, il y a les juifs. Et ensuite, c'est un moyen de cohésion sociale, c'est-à-dire que ils établissent une cuisine nationale socialiste, c'est-à-dire qu'en fait, il y a pas de, on ne doit manger que des produits allemands, produits sur le sol allemand. Bon, ça limite quand même pas mal parce que du coup, il y a pas de produits exotiques. Dans les livres de recettes de cuisine édités par le Troisième Reich, il y a même pas de recettes italiennes. On pourrait penser que il pourrait aller faire un tour du côté de l'Italie fasciste, mais il y a même pas de risotto, d'ossobuco, il y a rien. C'est que de la patate et de la saucisse et de l'époté, en fait, en gros. Si on veut être un bon Allemand, un bon nationaliste, il faut bien manger. Il faut bien manger allemand. Et il faut bien manger avec ses amis allemands, voilà, ses proches allemands, voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous évoquez notamment le fameux ragoût du dimanche. Alors expliquez ce que c'est, Antoine. Oui, alors la particularité du nazisme, c'est que ça a été, une fois au pouvoir, c'est qu'ils ont été très très vite pour instaurer la dictature. Donc ils mettent en place dès octobre 33 un fameux ragoût du dimanche, c'est-à-dire en fait l'institution, il fallait préparer dans les familles un ragoût. Il fallait aussi acheter le ragoût préparé par des restaurants, des enseignes spécialisées, et participer comme ça au secours, une sorte de secours populaire en fait. Et il y avait aussi des jeunes qui ont été encouragés, des jeunes de la jeunesse hitlérienne, à aller récolter de l'argent pour que tout le monde puisse manger ce fameux ragoût. Voilà. Et donc, il y a des photos, il y a des images de Hitler et Goebbels en train de manger ce fameux ragoût. Et Goebbels est à la manœuvre, c'est-à-dire le ministre de la propagande organiste. Voilà. Alors, toujours dans leur quête de pureté, une quête obsessionnelle, les nazis vont s'intéresser aussi à l'agriculture biologique. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que, bizarrement, il y a... C'est ce que je vous expliquais, c'est-à-dire qu'il y a les lois naturelles, la nature est au-dessus de tout, et dans l'agriculture biodynamique mise en place par Rudolf Steiner, qui meurt lui en 1925, mais il laisse des adeptes. La nature régit en fait l'agriculture. Donc on plante à certaines époques, en fonction de la lune, et tout ça c'est très codifié. Et il se trouve que les nazis trouvent ça formidable. Donc ils financent un institut et ils financent le mouvement d'agriculture biodynamique. C'est assez difficile d'avoir une
une idée de ce qui s'est fait exactement. En tout cas, ils ont financé des recherches et des expérimentations en biodynamie. Je sais qu'à Dachau, donc le camp ouvert des 33, et qui est le camp d'Himmler, Himmler monte un jardin expérimental de plantes aromatiques. Et là, sur les principes de l'agriculture biodynamie. Donc, c'est des produits dits purs, enfin, sans engrais chimiques, etc. Il y a même une petite boutique qui est ouverte à l'extérieur du camp. Et les habitants de Dachau et des alentours peuvent venir acheter des produits issus de l'agriculture biodynamie. Et à partir de l'entrée en guerre, ça se corse parce que là, c'est l'industrie et l'industrie agroalimentaire qui prend le pouvoir. Et donc là, les gens du mouvement de biodynamie sont plus d'accord en fait, parce que c'est l'utilisation d'engrais, de pesticides, de chimie en fait. Hein. C'est la chimie qui gagne. Et donc là, il y a les SS commencent à les regarder d'un mauvais œil. Et d'ailleurs, certains membres de ce mouvement rentreront dans la résistance contre le régime nazi. On va revenir sur les repas officiels du régime nazi. Comme dans d'autres régimes autoritaires, comment les repas vont servir de mise en scène du pouvoir ? Alors là, c'est plutôt Göring qui est chargé de ça. Donc Hermann Göring, c'est le numéro 2 du régime. C'est l'ancien pilote de chasse qui était très svelte quand il était jeune. Et puis il a gonflé avec le pouvoir. Et lui, c'est un jouisseur, donc il habite dans des palais qu'on peut dire impériaux. Donc ce sont toujours des dîners avec des menus très compliqués, un peu comme on trouvait au 19e siècle en France, hein, donc très compliqués avec des mets raffinés. Et c'est un moyen pour épater en fait la galerie, pour épater les autres pays, la Hongrie, tous ces pays alliés et tous ces gens qui sont aussi dans les territoires occupés. Il y a une espèce de diplomatie par la table qui est faite à ce moment-là. Et Hitler, c'est un peu pareil, sauf que lui, c'est plutôt dans sa résidence d'été, donc à Berchtesgaden. Il y a le fameux nid d'aigle, et c'est un salon de thé. Donc c'est fait pour impressionner, parce qu'en fait Hitler il n'y va pas très souvent, il n'y va qu'avec des invités. Et là c'est un salon de thé où on boit du café, on mange des gâteaux, et il y a une vue magnifique. Donc c'est fait pour impressionner, c'est une vitrine en fait. On va s'intéresser aussi à ce qu'Hitler avait dans l'assiette. Il était végétarien, je crois. Hein. Oui, alors c'est ce qu'il affichait. Bon, il y a des témoignages qui écornent un peu cet affichage. De temps en temps, apparemment, il y avait des petits écarts. On sait qu'il a mangé du pigeonneau, des choses comme ça. Enfin voilà. Donc, mais c'est toujours cette idée donc je maîtrise mon corps, je suis ascète. Et donc dans son assiette, alors on a quelques menus. Ce sont des soupes de millet, par exemple, des choses assez simples, assez rustiques. Mais on sait aussi par les lettres que sa dernière cuisinière avait envoyées à sa sœur que elle lui préparait des gâteaux toute la journée et le soir, Hitler venait boulotter les gâteaux préparés par ses cuisinières. Donc c'est toujours cette idée, c'est très hypocrite, toujours cette idée de je maîtrise mon corps, etc. Je bois du jus de betterave, voilà. Bon, il était obsédé par la peur d'être empoisonné. Bon, ça a été beaucoup raconté. C'est vrai, oui. Il y avait des goûteuses qui venaient et une douzaine de femmes, surtout des femmes, qui avaient été choisies et qui étaient chargées de goûter ces plats avant qu'ils mangent. La politique alimentaire fut également un outil central du génocide des Juifs. Ça a été un instrument supplémentaire d'oppression et de mise à mort. Dans la construction et l'extermination des Juifs, qui s'est faite progressivement hein, et qui s'est amplifiée donc à partir de 1942 avec la solution finale, il y avait pour les nazis une autre sous-catégorie qui était les Slaves.
Et donc là, ils mettent au point un plan de la faim, un plan d'extermination par la faim des Slaves, des Russes, des Polonais, des gens des pays baltes, qui visent en fait à les affamer et donc à leur donner le minimum de calories. Et ça c'est mis en place par Hermann Göring. Et donc ça, il y a près de 5 millions de personnes qui meurent quand même. Voilà. Après, donc pour les Juifs, ceux qui arrivaient dans les camps, ceux qui étaient considérés comme inutiles, hein, on a tous appris ça, on a tous vu ça, étaient exterminés. Et après, ceux qui étaient recrutés pour travailler avaient une ration minimale qui permettait juste de travailler, mais de travailler dans des conditions abominables et de survivre. Voilà. Et après, il y a eu donc tout cet tas d'expérimentations médicales, scientifiques, réalisées par les SS, parce qu'il y avait une division spéciale en fait qui s'occupait de ça, dans l'organisation SS. Et là, ils ont testé des ersatz de produits, des faux cafés, des fausses. Je détaille tout ça dans le livre, c'est atroce. Hein, des fausses saucisses à base de sueur de bois. Et évidemment, dans la plupart des cas, les gens soit mouraient tout de suite, soit mouraient dans d'atroces souffrances en avalant. Imaginez bien qu'un verre de la sueur, quand on a 800 calories par jour, ça fait pas du bien. Voilà. Donc il y a eu aussi ça, et il y a eu des entreprises agroalimentaires qui ont utilisé aussi des déportés comme ouvriers, mais qu'ils ont évidemment pas payé, hein, c'était des esclaves modernes. Il y a notamment 2 grandes entreprises allemandes, Dr Oetker. Dr Oetker, c'est un peu le Danone allemand. C'est 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires maintenant, et ils ont gagné beaucoup d'argent. Alors c'est une entreprise qui a inventé des levures chimiques pour la pâtisserie, des flancs, tout préparé, etc. Et qui a gagné beaucoup d'argent aussi dans les années 70 avec les pizzas surgelées. Et donc Dr Oetker, ils ont fait un travail de mémoire. Ils ont demandé à des historiens allemands d'aller voir dans les archives ce qui concernait cette période. On a un exemple de ce qu'ils mangeaient dans les camps de concentration ? C'était des soupes avec quasiment pas de légumes, légumes racines, donc patates, et c'est des sortes de brouets ou de porridge, vous voyez, pour tenir le corps, mais de toute façon c'était limité au niveau des calories, hein, c'était 800 calories, pas plus, quoi. Mais en revanche, ce qui s'est passé, et ça c'est assez intéressant, c'est que dans les camps, il y a eu, de la part des déportés, ils fantasmaient sur la nourriture. Donc ils se sont racontés des histoires de recettes, et ça permettait de s'évader aussi. C'est-à-dire qu'on a retrouvé, et ça il y a un documentaire là-dessus, et qui raconte qu'en effet, il y avait des gens qui ont fait des livres de recettes. En fait, c'était pour je sais pas, des gâteaux, des choses comme ça. Et ça permettait de s'évader mentalement. Et ça a permis de tenir, en fait, parce que c'était abominable, quoi. Et puis, la nourriture, en fait, c'est aussi un moyen pour les tortionnaires de contrôler les prisonniers. C'est-à-dire, en fait, si vous voulez tenir et contrôler quelqu'un qui n'a pas beaucoup à manger ou qui a très peu à manger, vous lui promettez du saucisson, des patates, des choses comme ça. Et là, vous en faites ce que vous voulez, en fait. Donc, la nourriture était aussi un moyen de contrôler ces déportés, quoi. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris en écrivant ce livre, Antoine Dreyfus ? Moi, j'étais surpris par l'ampleur de l'importance de l'alimentation dans le régime nazi, et qui a servi en effet d'arme pour accéder au pouvoir, d'arme de contrôle, et qui a aucune notion de plaisir, en fait. C'est-à-dire que ça ne sert que leurs intérêts idéologiques avec leur théorie raciste et raciale. C'est l'antithèse de la cuisine. Et
Voilà, et donc dans les années 20, sous la République de Weimar, il y a de grands restaurants qui s'ouvrent. Et là, les nazis mettent tout ça à plat, et donc la nourriture ne devient que, pour eux, qu'un instrument de contrôle et de pouvoir. Et ce qui m'a surpris aussi, c'est l'alimentation dans le système concentrationnaire, quoi. C'est-à-dire, en fait, toutes les expériences sur les ersatz, le fait qu'ils aient fait des fermes expérimentales, c'est abominable jusqu'au bout. Merci beaucoup Antoine Dreyfus. Je rappelle le nom de votre ouvrage, ça s'appelle Les nazis à table et c'est à retrouver aux éditions Le Cherche Midi. Merci à vous de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouvel épisode de Cuisinons l'Histoire.